Patrice Manillier was already introduced, so I don't think I have to go into a lot of detail about him, but this first session will focus on Paris, May 68, before we move on to Prague and Czechoslovakia, and then 1989. And I would maybe just add that Patrice is also a specialist on the history of structuralism, and he'll be looking at the event of 1968 in that context. And so to avoid confusion, the session chair is not Ondřej Krochmalny, who couldn't make it, so Joe Grimm-Feinberg, I'm substituting for him at the last minute. But I'll turn the floor over to Patrice. Merci. Bien, merci. Donc, le titre de mon intervention est « Mai 68 en théorie et en pratique ». Et je vais la faire en français, même si j'ai annoncé le titre en anglais. Le texte que j'ai est 3 fois trop long, mais je le couperai. Je m'excuse auprès des traductrices et des traducteurs de leur avoir envoyé ce texte uniquement ce matin et de les obliger à suivre le propos, en quelque sorte, en temps réel. Mai 68 en théorie, donc. L'expression est ambiguë. Se demander ce qu'a signifié mai 68 en théorie peut vouloir dire s'intéresser aux représentations théoriques qu'on a données de l'événement, et en particulier à la question de leur éventuelle adéquation ou inadéquation à la réalité qu'a été cet événement, c'est-à-dire à ce qu'il fut non pas en théorie, mais justement en pratique. De telles représentations peuvent soit précéder l'événement, à la manière d'un programme ou d'une liste d'intentions. C'est ainsi que Daniel Cohn-Bendit s'était insurgé contre les influences qu'on attribuait au petit groupe nanterrois dont il faisait partie. Et c'est aussi en réponse à ce genre d'interrogation que, de manière très drôle et très profonde, Guy Debord aura le délicieux culot de dire qu'il a choisi la date exacte de l'insurrection. Donc ça peut soit l'anticiper, soit l'accompagner. Les représentations qu'on donne de l'événement contribuent alors à le faire advenir et à le diriger. On peut penser ici à tous les discours qui, dans le feu de l'événement, ont cherché à le qualifier pour mieux l'orienter. Qualifier un événement, c'est le définir. Soit enfin lui succéder à travers les très nombreuses interprétations, commentaires, élaborations de l'événement, qui vont de Raymond Aron en 1968 à Christine Ross dans les années 80-90, en passant par Castoriadis, Gilles Deleuze et tant d'autres, et nous faisons partie en vérité ici de cette histoire. Mais l'expression mai 68 en théorie peut avoir un autre sens. Il s'agirait alors de savoir si quelque chose de l'événement a traversé la théorie elle-même. En fait, c'est dans ce deuxième sens que je voudrais retenir l'intitulé que j'ai donné à mon propos. Il y a à cela une raison simple. Un événement authentique est quelque chose qui met en crise les catégories mêmes d'appréhension de ce qui fait événement. Il concerne donc la théorie, non pas simplement comme un objet extérieur, qui ne serait pas concerné en quelque sorte par l'événement, mais comme quelque chose qui mais comme une variation intérieure. La théorie ne peut se contenter de représenter les événements, elle doit les exprimer, thème d'ailleurs deleuzien. La question qui m'occupera donc est la suivante. Dans quelle mesure les disciplines théoriques, et en particulier celles qui précisément s'occupent d'énoncer des vérités sur nous-mêmes, et y compris sur la théorie, ont-elles été traversées par mai 68 ? Mai 68 nous a-t-il appris quelque chose sur ce qu'est ou que peut être la théorie ? Et par théorie, j'entends ici quelque chose qui enveloppe à la fois les sciences humaines et sociales, et la philosophie, et même, si on veut, d'une certaine mesure, la littérature. Tout ce qui, en somme, tente d'articuler dans le langage de la vérité générale des énoncés sur nous-mêmes, et en particulier sur cette figure étrange de ce que nous faisons, ou de ce que nous arrive, que sont les événements. Puisque nous nous y surprenons nous-mêmes, nous nous découvrons avoir réalisé ce dont nous ne croyions pas capables. Être traversé par l'événement. Oh, il faut que je parle lentement pour les traducteurs, pardon. Je croyais parler lentement, mais... Être traversé par l'événement, donc. Mais être traversé est aussi une expression ambiguë. Ça peut signifier qu'on s'intéresse aux effets de l'événement sur le champ théorique. Dans ce cas, on imagine l'événement comme quelque chose qui a une réalité propre sur un plan séparé, autonome par rapport au champ théorique, et même premier chronologiquement et premier aussi causalement,
avant que différentes médiations ne finissent par conduire cet événement à affecter le champ théorique, c'est-à-dire à le modifier. Il serait donc ici question d'un effet 68 sur la théorie. Or, une telle démarche se heurte à la même objection que la première hypothèse. Elle préjuge des lieux de réalité de l'événement et des schémas de causalité par lesquels cet événement se déploie. Mais s'il est vrai qu'un événement authentique exige de nous, dans notre rapport même au savoir, une attitude critique, critique au sens de Kant, ça veut dire autocritique, c'est-à-dire capable de mettre en question les catégories mêmes du savoir ou de la pensée, par opposition à une attitude dogmatique, qui se caractérise par le fait qu'elle sanctuarise ces catégories en ne les laissant jamais par principe être prises dans la poussière de l'événement, donc être déstabilisées par l'événement. Si donc une telle attitude est la seule qui soit ajustée à tout événement authentique, alors on ne doit pas procéder de cette manière, c'est-à-dire en présupposant qu'on sait d'avance quelle est la réalité, le plan de réalité des événements et quels sont les schémas de causalité par lesquels ils se déploient. On doit poser que l'événement n'existe pas en dehors de ces expressions. On ne peut le saisir que dans le graphe de ces expressions, dont les expressions théoriques font évidemment partie, au même titre, ou en tout cas avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle je m'intéresserai ici à la manière dont mai 68 a été perçu par les contemporains comme un événement théorique. Or, il se trouve que pour une large part, il a été perçu comme ce qui faisait passer le structuralisme. Ainsi, le 30 novembre 1968, le journal, donc quelques mois après les événements, le journal Le Monde publiait une double page sous le titre « Le structuralisme a-t-il été tué par le mouvement de mai ?» On se rappelle aussi peut-être de la célèbre phrase « Les structures ne descendent pas dans la rue ». Phrase qui avait été taguée sur un mur d'une salle de la Sorbonne où Barthes et Grémas enseignaient, un autre esprit espiègle ayant ajouté à côté « Barthes non plus ». Mais c'est aussi la thèse développée notamment par quelqu'un comme Henri Lefebvre, marxiste dissident, qui avait à son actif à l'époque déjà plusieurs textes contre le structuralisme, qu'il réunira plus tard sous le titre de « L'idéologie structuraliste », et qui explique dans un livre publié en 1968 intitulé « L'irruption de Nanterre au sommet » que le mai 68 en théorie, ça n'est rien d'autre que la mort du structuralisme. Donc vous avez tout un ensemble de discours qui identifient mai 68 en théorie comme l'acte de décès du structuralisme. Ces thèses seront reprises par Christine Ross dans deux livres importants, Fast Cars and Clean Bodies, d'une part, sur les années 50-60 en France, et May 68 and its Afterlives, précisément sur mai 68, ou plutôt sur l'héritage de mai 68. Pour comprendre cette centralité du structuralisme dans l'interprétation de ce qu'a pu être mai 68 pour la théorie, il faut se rappeler que 2 ans seulement avant les événements, en 1966, le structuralisme était identifié comme ceux qui saisissaient le présent dans la théorie. C'est ainsi qu'un numéro de la revue L'Arc sur Sartre, qui est daté de 1966, s'ouvrait sur les phrases suivantes. 1945-1960. Pour mesurer le chemin parcouru entre ces deux dates, il suffit d'ouvrir un journal ou une revue et de lire quelques critiques de livres. On ne parle plus de conscience ou de sujet, mais de règles, de codes, de systèmes. On ne dit plus l'homme fait le sens, mais le sens advient à l'homme. On n'est plus existentialiste, on est structuraliste. Bon, bien d'autres documents attestent de ce que le présent de la théorie se confondait dans la conscience des contemporains avec l'irruption du structuralisme comme événement. Et voilà que soudain, le présent non théorique aurait démenti dans les faits la conscience théorique qu'il se donnait prétendument de lui-même. Alors mon objectif dans cette présentation est d'évaluer la pertinence tout simplement de cet acte de décès. Alors je le ferai en 3 temps, que je vais d'ailleurs compresser. Le premier, sur lequel je vais passer en fait très vite, restitue les raisons de ceux qui ont vu dans mai 68 une date de péremption du structuralisme. Dans un deuxième temps, j'expliquerai pourquoi cette interprétation me semble inexacte et je soutiendrai au contraire que le structuralisme touche au plus près de mai 68
pour une raison précise, c'est qu'il propose un concept non historique, voire anti-historique, de l'événement, et que ce concept me paraît le mieux adapté à saisir les caractéristiques propres de cet événement qui est mai 68. En fait, mai 68 a été le modèle de ces événements de grande dimension qui, cependant, ne font pas histoire. Face à de tels événements, la question est de savoir si ces événements ont bien eu lieu ou non, et la seule manière d'affirmer la réalité de l'événement, c'est de les soustraire aux catégories historiques. Voilà donc le programme. Alors commençons par la première hypothèse, mai 68, CJ, le structuralisme. Alors je vais passer rapidement sur ça, en rappelant simplement, donc en particulier en m'appuyant, mais je ne vais pas vous citer les textes, mais en m'appuyant sur le dossier du Monde de novembre 68 dont j'ai parlé, et en essayant simplement de restituer le discours d'un certain nombre de ces acteurs, que je vous dis, on se retrouve chez beaucoup d'autres, Henri Lefebvre, Christine Moss et bien d'autres en fait. Alors, le discours de ces gens étant en fait 5 temps. Le premier consiste à dire que le structuralisme n'est pas simplement une méthode, ou plus exactement que le structuralisme est d'un côté une méthode pour les sciences humaines, et que, de ce point de vue, le structuralisme est intouchable. Il sanctuarise le structuralisme comme méthode. Évidemment, ça supposerait de rentrer dans la théorie un peu dure, et ça, il ne préfère pas. En revanche, il s'attaque au structuralisme comme philosophie ou idéologie générale. Et c'est cette philosophie qu'il cherche à caractériser par 4 traits. Le premier, c'est le rejet de l'histoire. Le structuralisme donnerait une image des situations humaines comme statiques. En vérité, si on regarde de près, ce qu'ils disent, c'est que le structuralisme, évidemment, ne nie pas la réalité des changements, ce serait absurde, mais que le structuralisme nie que ces changements puissent venir d'une contestation interne aux situations. Autrement dit, que le changement soit le résultat d'une négation à l'intérieur d'une situation, de la structure de cette situation, pour le replacer par l'idée de mutation structurale, donc indépendante des actions des acteurs. Deuxième trait qui va avec, c'est une anti-dialectique, le rejet de la catégorie de négation, à la fois parce que le structuralisme donne une image consensuelle des systèmes symboliques ou sociaux, puisque ces systèmes se définissent par le fait que chaque élément a une fonction pour l'ensemble. Donc il n'y a pas de conflit, il y a une coopération. Et aussi parce que la négation n'est pas un opérateur de changement ou de transition. Donc, deuxième trait, l'antidialectique. Troisième trait, un anti-humanisme, ce qui veut dire précisément que ce qui est constitué à l'intérieur d'une situation comme actif, et même peut-être sujet, n'est pas l'opérateur ou n'a pas de prise sur les devenirs de cette situation. C'est ça techniquement finalement ce que veut dire anti-humanisme, et plus précisément que les dimensions d'intériorité, de subjectivité, d'agentivité, agency en anglais, sont elles-mêmes fonctionnelles par rapport à l'efficacité de la machine sociale globale. Donc ça rejoint la thèse de Foucault dans Les mots et les choses, pour laquelle l'homme est une fonction particulière d'un système particulier de production du savoir. Quatrième trait, ce qu'on pourrait appeler le positivisme, c'est-à-dire le fait que le structuralisme cherche à traiter les phénomènes humains comme des choses, comme dirait Durkheim, et aussi le fait justement qu'il évacue les dimensions de conflit, de négation, de dialectique. Et enfin, qu'il oppose à l'imagination, au rêve, à l'irrationnel, à l'incertitude, une vision rationaliste, calculable des phénomènes humains. Voilà donc ces 4 traits. Mai 68 aurait été la revanche de l'histoire, la revanche de la dialectique, la revanche de l'humanisme, et enfin la revanche de l'imagination ou de la part irréductible au calcul dans l'action humaine.
Tous ces traits convergent vers un mot, le mot de technocratie. L'idée est que le structuralisme est l'idéologie d'un moment technocratique du capitalisme. Et pas que du capitalisme, aussi du socialisme. C'est ici aussi on rejoint Prague. Donc l'idée est que le structuralisme exprime une représentation du monde social adéquate à une réalité économique qui est celle des sociétés industrielles complexes, dans lesquelles les individus particuliers, et même les groupes particuliers, doivent se mutiler afin de se mettre au service du fonctionnement global d'une méga machine sociale. Bien, voilà en gros le discours sur le structuralisme. Alors, là encore, je vais passer vite. Il faudrait pouvoir montrer que mai 68 a été effectivement une révolte contre la technocratie. Et à vrai dire, c'est vrai à Prague comme c'est vrai à Paris, avec en particulier le fait d'opposer, disons, au socialisme réel, des orientations autogestionnaires ou autonomes dans l'organisation de la production, et plus généralement, le refus de structures d'autorité, non pas simplement dans le domaine des mœurs, de la sexualité, de tout ce que vous voudrez, mais aussi dans le domaine du travail. Donc le refus des structures autoritaires. Bon, il faudrait pouvoir rappeler qu'en mai 68 en France, c'est l'année, 68 en France, est l'année où il y a le plus grand nombre d'ouvriers dans toute l'histoire de France. C'est aussi l'année où il y a le plus grand nombre d'ouvriers spécialisés, donc de gens qui sont soumis aux méthodes tayloriennes. Et que c'est le résultat d'une croissance brutale, car il faut savoir que la France était, jusqu'en 1945, un pays dont la majorité de la population, plus de 50%, était rurale. Donc la France a traversé une phase de modernisation extrêmement intense pendant ces périodes-là, et on peut interpréter mai 68 comme une réaction, à certains égards panique, contre effectivement l'introduction de cette idéologie et de cette réalité bureaucratique dans le monde. Il n'y a pas que les avocats de mai 68 qui défendent cette interprétation de mai 68 comme révolte contre la technocratie. Il y a aussi les opposants à mai 68. Je pense ici en particulier à Raymond Aron. Raymond Aron, dans un livre publié en 68, s'appelle « La Révolution introuvable », et qui justement s'oppose à 68 parce qu'il pense que les sociétés industrielles doivent être nécessairement technocratiques, que ce soit sur un mode socialiste ou sur un mode capitaliste. Si c'est sur un mode socialiste, selon lui, cela implique que ce sera au détriment des libertés politiques. Si c'est sur un mode capitaliste, on peut préserver dans la technocratie les libertés politiques. Il pense qu'il n'y a pas de troisième voie et qu'une révolution anti-technocratique aboutira nécessairement ou à une contre-révolution fasciste ou à une révolution de type soviétique. C'est la raison pour laquelle il s'y oppose. Donc vous voyez que ce n'est pas faux de dire que la notion de technocratie est liée à 68. Alors, je veux passer sur ça pour maintenant essayer de poser la question qui m'occupe en fait. Cette manière de rabattre le structuralisme sur la technocratie pour mieux l'opposer à 68 est-elle fondée? Donc c'est le deuxième moment de ma présentation. Ce sera une relecture du structuralisme. D'abord, je voudrais rétablir quelques faits. Il n'est pas vrai de dire que, comme le dit Christine Ross, que la plupart des auteurs associés au structuralisme aient été éloignés de mai 68. C'est un fait, par ailleurs, que la plupart de ces auteurs, Foucault, bien sûr, mais aussi Lacan, Deleuze, je montrerai qu'il est très lié au structuralisme, Barthes, Althusser, Derrida, Lyotard à certains égards, tous ces auteurs ont fourni des ressources intellectuelles à ceux qui se sont revendiqués de mai 68. Le seul structuraliste d'envergure à avoir toujours témoigné de sa méfiance envers mai 68 est Claude Lévi-Strauss. Alors vous pourriez ici me faire deux objections. La première consisterait à m'objecter que les auteurs que je viens de citer
n'ont jamais eu qu'une relation en fait distante à mai 68, alors que, et l'autre objection consisterait à me dire que ceux qui étaient proches de 68 l'étaient parce qu'ils étaient post-structuralistes. Alors je voudrais considérer ces deux objections l'une après l'autre. Sur la première, je voudrais faire deux remarques. D'abord, on ne peut pas mesurer la proximité d'une pensée à un événement, comme mai 68, par la participation physique des individus à une séquence de faits. D'abord parce que mai 68 ne se confond pas avec une séquence de faits historiques déroulés en France en mai et juin 1968. Mai 68 est un nom propre. C'est le nom propre d'un repère politique, d'une décision prise sur le présent, d'une orientation subjective qui sert à naviguer bien après les faits, et même jusqu'à aujourd'hui. Peu importe donc que Deleuze ait ou non été dans la rue, en mai 68 ou en juin 68, importe le fait qu'il ait constamment revendiqué sa fidélité à mai 68, au point de mettre dans la fiche bibliographique que lui demandait le magazine littéraire en 1988, ceci, signe particulier, a peu voyagé, n'a jamais adhéré au Parti communiste, n'a jamais été phénoménologue ni heideggerien, n'a pas renoncé à Marx, n'a pas répudié mai 68. Ensuite, et pour la même raison, la proximité d'un événement comme mai 68 avec une pensée doit être évaluée aux ressources subjectives qu'elle donne à ceux qui se revendiquent de cet événement. Donc peu importe que Foucault, Barthes ou Derrida aient eu une relation plus ou moins équivoque à l'événement, s'ils ont donné des outils pour l'accompagner a posteriori. Par ailleurs, le fait est que Christine Ross, disons, diminue ou ne prend pas l'ensemble des faits. Par exemple, elle ne mentionne pas le fait que Lacan qui ne paraît pas le plus évident dans ce contexte, eh bien Lacan a été le signataire d'une pétition parue dans Le Monde le 10 mai 1968, juste après la nuit des barricades, donc en pleine émeute, une pétition signée aussi par Sartre et beaucoup d'autres que je ne vous dirai pas, Blanchot, etc. Donc Lacan est un signataire de cette pétition en défense des étudiants, dans une situation d'émeute. Lacan est aussi celui qui justement a prononcé cette phrase « Ce que mai 68 a prouvé, c'est précisément que ce sont les structures qui descendent dans la rue ». Par ailleurs, lui-même s'est comporté avec une telle attitude de défi à l'égard des institutions et des autorités de sa discipline qu'il a pu être le symbole d'une révolte, disons, dans toutes les années 70, sans jamais céder sur son projet. On pourrait faire des remarques similaires sur Barthes, sur Foucault, sur Deleuze, sur Lyotard, etc. Alors vous me direz, oui, mais tous ces gens, à tel point que, comme vous le savez, il existe un livre intitulé « La pensée 68 » qui précisément identifie comme le cœur de cette pensée 68 l'anti-humanisme structuraliste et post-structuraliste. Passons. Alors vous pourriez me dire que tous ces gens, justement, ils ne sont pas structuralistes, mais post-structuralistes. Alors là, il faut répondre deux choses. D'abord, pour certains de ces auteurs, c'est tout simplement faux. C'est une erreur très répandue, mais qu'il faut d'autant plus corriger. Ainsi, Foucault a beau avoir dit et répété dans les années 70 qu'il n'avait rien à voir avec le structuralisme, il faut rappeler quelques faits. Les mots et les choses devaient être sous-titrés « Archéologie du structuralisme ». Si vous lisez le livre ingénument, vous verrez qu'il n'est rien d'autre qu'une tentative pour diagnostiquer l'importance de l'événement structuraliste dans l'histoire de la pensée occidentale, et qu'il le fait avec une méthode structuraliste. Et certains articles et entretiens de Foucault de l'époque le disent clairement. Deleuze, il suffit de lire le texte écrit en 1967 intitulé « À quoi reconnaît-on le structuralisme ?» pour voir qu'il contient exactement le programme de différence et répétition et de logique du sens. Ces deux livres sont d'ailleurs, de manière avouée, des livres qui veulent construire la philosophie du structuralisme. On pourrait évidemment faire des remarques similaires sur Althusser, et je n'ai pas besoin de dire que des gens comme Lacan ou Barthes étaient effectivement associés au structuralisme, même si, ensuite, ils prennent leur distance, pour des raisons qui tiennent à la confusion que le mot structuralisme a pris à l'époque.
Bon, bref, on a là affaire à un trait de structure du structuralisme, à savoir qu'il s'est toujours démenti lui-même. Donc le structuralisme n'est pas une doctrine, le structuralisme est un espace de problème. Cet espace de problème consiste en l'articulation des problèmes posés dans les sciences humaines par l'introduction de méthodes structurales, mais qui ont une dimension philosophique et même métaphysique. Alors je saute maintenant directement pour essayer d'aller au cœur de mon propos sur ce qui est en fait la bonne interprétation du structuralisme. Donc, quelle est l'erreur d'interprétation? Et l'erreur d'interprétation consiste à avoir vu dans le structuralisme une pensée anti-événementielle. Partout où elle a fait incidence, la proposition structuraliste n'a pas consisté à nier la possibilité de l'événement, mais en fait à en proposer un concept plus profond et plus radical qui l'arrache au lexique de l'histoire. Alors je ne peux pas ici donner cette démonstration en détail, j'ai quelques travaux, si ça vous intéresse, que vous pourrez regarder, beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont sur Academia, donc si ça vous intéresse, vous pouvez voir. Bon, dans ces travaux, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Je m'excuse de devoir résumer un petit peu mon propos. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé en particulier dans mes travaux sur Saussure et Lévi-Strauss de montrer que l'introduction des réformes structurales dans les sciences humaines, loin d'être cet éléatisme, comme l'appelle Henri Lefebvre, du nom de Parménide d'Élée, donc penseur du non-changement, répondait en fait à un problème récurrent dans tous les domaines où cette hypothèse a été importée. Ce problème peut être formulé d'une manière très générale, que voici. Que doit donc être la nature de ces entités qui constituent les phénomènes de la culture en général, qu'il s'agisse du langage, de la parenté, des récits mythologiques, des institutions politiques, religieuses, etc. Que doit donc être la nature de ces entités pour que ces phénomènes soient tels que, d'un côté, ils n'existent que par leur répétition, Derrida appellera ça itérativité, ils n'existent que dans la mesure où ils sont répétés sans origine, donc c'est toujours déjà répété, d'une part, et que d'autre part, cette répétition entraîne leur variation. Ainsi, l'introduction par Saussure du concept de langue repose sur une observation très simple, et c'est la phrase qui me semble la plus importante dans le corpus de Saussure. Le français ne vient pas du latin, le français c'est du latin parlé à une certaine date, en un certain lieu. Donc c'est la difficulté à déterminer ce qui fait l'identité ou la différence de deux actes de parole qui a conduit Saussure à introduire le lexique du structuralisme. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que cabalus et cheval sont deux réalités linguistiques différentes? Si vous répondez que c'est évident, ce sont des sons très dissemblables, et peut-être des significations dissemblables, eh bien vous commettez une erreur. Car le fait est que des sons très différents peuvent tout à fait correspondre au même mot. Des variations d'accent, de débit, d'intonation, de timbre, entre deux prononciations du mot cheval, par deux personnes différentes, ou par la même personne, peuvent être au moins aussi grandes qu'entre cabalous et cheval. Par exemple, si je dis « le cheval », il est très beau le cheval. Ou si je dis « il est très beau le cheval », la différence ou la dissemblance entre ces deux occurrences est au moins aussi grande qu'entre cabalous et cheval. Donc, nous ne pouvons distinguer l'identité que Saussure appelle synchronique de celle qu'il appelle diachronique en se fondant sur le seul critère de la ressemblance. La solution est connue. Saussure introduit l'idée que l'identité doit reposer sur la différence ou sur un ensemble de différences, que ces différences ont un caractère dual parce qu'elles sont établies par leur corrélation avec d'autres différences sur un autre plan, et que ces entités ont de ce fait une dimension formelle parce qu'elles ne se confondent pas avec leur substance de réalisation, pas complètement. Et ce n'est là cependant qu'un aspect de sa réponse, car tout l'effort de ce qu'il appelle la théorie de la valeur consiste à montrer que les entités linguistiques, en fait, superposent deux régimes de variation, l'une qu'il appelle proprement la différence, et l'autre qu'il appelle l'opposition. Et c'est le jeu de ces deux régimes de variation qui va entraîner la variation par répétition d'un signe. Alors, je ne peux pas déplier le détail de cette théorie, mais je voudrais qu'on retienne deux choses. Premièrement, cette analyse permet à Saussure de distinguer deux types de variations,
les variations de parole d'une part et les variations de langue d'une part. Donc langue-parole, en fait, c'est deux types de variations. Par le fait donc la première ne correspond pas à une variation de la structure, alors que la seconde signale justement une mutation structurale. Donc le concept de structure est un instrument pour distinguer ce qui constitue un véritable événement, en tout cas un certain type d'événement, de ce qui n'est en fait qu'une répétition sous une autre forme. On n'a que des variantes, mais il y a des variantes structurales. Deuxième point, la mutation structurale n'est pas une évolution, c'est-à-dire que le système qui définit les éléments par leur position structurale n'est pas animé par un principe dynamique interne qui les ferait changer en quelque sorte naturellement, à la manière de ce qu'on appelle en physique un système dynamique. Le système est ouvert à sa propre transformation, mais il ne la détermine pas. Donc on a ici une conception du devenir, non pas comme évolution, mais comme ouverture. Ouverture à la contingence de ses propres transformations. Bon, il se trouve qu'on pourrait montrer que c'est pour les mêmes raisons que Lévi-Strauss introduit la notion de structure, qu'il y a quelque chose de ce genre chez Althusser, que c'est aussi la même idée qu'on trouve chez Foucault, enfin le même problème qu'on trouve chez Foucault, que c'est ce qui intéresse Deleuze dans le structuralisme, de produire un concept non historique de l'événement. Et comme il ne me reste plus que 5 minutes, je voudrais donc en quelque sorte sauter et dire que l'histoire n'est qu'une manière d'appréhender le devenir et à certains égards de l'enfermer ou de le réduire. La variabilité de ce que nous sommes est bien plus large que la variabilité de type historique. Peut-être un des meilleurs arguments pour ça vient de Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, qui dit que l'histoire n'est rien d'autre qu'une projection ethnocentrique d'un certain régime de variation sur tous les autres régimes de variation. Donc l'histoire n'est qu'une variante de la variation, une variante parmi d'autres de la variation, et pour comprendre cette variante, il faudrait la resituer dans l'espace de ces variations. Bien, j'aurais pu aussi, je voulais vous montrer que l'histoire est en fait une métaphysique, mais je voudrais juste terminer par quelques mots sur la raison pour laquelle mai 68 ne fait pas histoire, justement. Et je vais aller vite, je m'en excuse. Premièrement, mai 68 ne fait pas histoire parce que ça a pris l'histoire par surprise, au sens où ceux qui croyaient détenir une certaine vision du développement historique ont été surpris par l'événement, et je pense en particulier à celui qui se croyait l'agent du devenir historique, le Parti communiste et ses représentants syndicaux. Mai 68 n'a pas suivi, disons, l'image d'un événement historique, et on pourrait dire la même chose, je crois, de Prague. Ensuite, on pourrait dire que si mai 68 n'a pas... si mai 68 est un événement contre l'histoire, c'est aussi parce que... Enfin, plus exactement, on pourrait dire que ce qui s'est inscrit de mai 68 dans l'histoire, ça n'est qu'une partie de l'événement, la partie qui, au fond, correspond à ce qu'on pourrait appeler la libéralisation des mœurs. Une autre partie de l'événement, en fait l'essentiel de l'événement, c'est-à-dire la jonction entre la question du pouvoir ouvrier et la révolte étudiante, a été complètement effacée. Et de ce point de vue-là, on peut se demander si mai 68 n'est pas un échec. Or, je voudrais dire que ça n'est pas un échec, que la catégorie d'échec est insuffisante pour penser mai 68. Pourquoi ? Eh bien parce que Enzo Traverso, dans son livre sur la mélancolie de gauche, avait noté que la mélancolie est au cœur de la temporalité révolutionnaire et constitue le régime même de l'espérance révolutionnaire, en ce sens précis que toute révolution est vécue comme le retour des victimes. Mais qui sont les victimes de mai 68 ? On a des images des victimes de la Commune, le mur des fédérés. On a même des images, on vient de le dire, des victimes de Prague 1968. Mais où sont les images des victimes de mai 68 si mai 68 est un échec ? Et je ne nie pas du tout que quelque chose de mai 68 ne se soit pas du tout réalisé dans l'histoire. Mai 68 est une curieuse révolution manquée, puisqu'on ne voit pas les victimes. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je signale le film d'Hervé Leroux, intitulé « La reprise », qui est un des rares documents
à justement présenter cette image. Donc, c'est une révolution manquée qu'on célèbre comme un succès. Voilà le paradoxe de mai 68. Et Enzo Traverso ne remarque même pas ce problème des vaincus de mai 68. C'est d'autant plus étonnant qu'il s'intéresse aux vaincus de 1989, ce qui nous concerne. Or, ce sont les mêmes, en vérité. C'est-à-dire tous ceux qui ont espéré une alternative, on pourrait dire, non carcérale, non autoritaire, au sein de l'hypothèse communiste. Je ne dirais pas marxiste, parce qu'elle peut être anti-marxiste, on va dire. Par ailleurs, donc, inconséquence de mai 68 du point de vue historique, au sens où ça n'a pas eu les conséquences adéquates à l'événement. Mais cette inconséquence est interne à l'événement. Elle a été revendiquée par les acteurs de l'événement, et c'est ainsi que quand on demandait leurs revendications à des gens comme Daniel Cohn-Bendit, ils refusaient tout simplement de les donner. Donc mai 68 est une révolution sans programme qui ne se propose pas de manière évidente la conquête du pouvoir d'État au nom d'une théorie des avant-gardes, mais peu importe. Et l'ensemble des acteurs, tous ceux qui se sont revendiqués de mai 68, se sont intéressés à cet aspect, c'est-à-dire une manière de vivre l'action sur un mode non téléologique, non orienté, non finalisé, y compris les opposants comme Raymond Aron. Ce qui lie le hérisse dans mai 68, c'est l'absence de programme. Alors, j'aurais voulu, mais je vais simplement m'arrêter là, mais j'aurais voulu vous montrer que, justement, du coup, vous pourriez m'opposer le fait que, justement, l'ensemble des acteurs, y compris en philosophie, ont proposé des concepts anti-historiques de l'événement et que ce que j'appelle le structuralisme post, avec post entre parenthèses, n'est qu'une de ces variations. Une des plus importantes est ce que j'appelle la proposition gauchiste, le concept gauchiste, d'événements non historiques, dont les principales figures sont Jacques Rancière et Alain Badiou. J'ai construit le concept de gauchisme spéculatif, mais je vous l'épargne. Bien. Donc, et c'est vrai pour Sartre aussi. C'est vrai, Sartre aussi, l'usage de la critique de la raison dialectique, c'est aussi une manière de penser un événement qui fait, disons, un événement qui, du moins, pour une de ses parts, résiste à l'histoire. Donc il y a des variantes dialectiques et anti-dialectiques de l'événement anti-historique. Bien. Alors, je ne vais pas opposer ces deux variantes, je voudrais juste conclure en disant quelles leçons on peut tirer de ces réflexions sur mai 68 et le structuralisme aujourd'hui. D'abord, qu'il ne faut pas mesurer un événement à son incidence historique. C'est bien plutôt l'histoire qu'il faut mesurer à sa capacité d'inscrire ou non les événements. Mai 68 a eu lieu. Que nous sachions en faire quelque chose ou non, que notre monde, ce monde qui ne veut retenir de 68 que ce qui a abouti à lui, que nous sachions en faire quelque chose ou non, ce monde-là, ce monde dans lequel nous vivons, ce monde qui veut ne retenir de 68 que ce qui a abouti à lui, a été de fait relativisé, je dirais, pour l'éternité. Relativisé, ça veut dire qu'il a été plongé dans un ensemble de mutations structurales où les autres structures possibles ont en quelque sorte fait incidence et à l'intérieur duquel il doit désormais être redéfini si on veut se rapporter à lui dans sa vérité. Que nous ne soyons pas capables de le faire, c'est-à-dire de laisser traverser notre situation par ces alternatives réelles, ne veut pas dire que c'est possible non pas d'existence. Cela veut bien plutôt dire que notre réalité ne peut désormais tenir que par tout un ensemble d'opérations qui nous permettent de ne pas sentir cette contingence définitive et définie que l'événement a produite. Notre tâche est donc déjà de rétablir dans ses droits l'événement au sens de la manifestation précise de ce champ de variation structurale et de résister à toutes les tentatives de l'écraser sur un sens de l'histoire qui ne revient en général à rien d'autre qu'à justifier un état présent. Le sens d'un événement n'est jamais ce qui fait passer d'un état historique à un autre état historique, c'est toujours d'être ce qui redéfinit une situation par l'ensemble déterminé des mutations avec lesquelles elle communique virtuellement, en haut. Mais il y a peut-être une autre leçon. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui ressentent plus ou moins confusément une certaine impatience et même une certaine lassitude à l'égard de ce concept non historique ou anti-historique d'événement. Badiou titrait un de ses recueils récents « Le retour de l'histoire ». Les textes récents de Rancière témoignent de cette conscience de la nécessité peut-être de réintroduire un concept d'histoire et de ne pas se contenter de l'idée que l'événement, dans son immanence, se suffit à lui-même. C'est peut-être que nous sommes un peu là
des événements qui ne font pas histoire. Nous sommes là du possible et nous voulons un peu d'actuel. C'est tout simplement peut-être que nous sommes là de perdre, d'être du côté des vaincus. Alors nous sentons bien que ce qui fait retour aussi, ce sont des formes de totalisation du devenir qui ne se contentent plus de l'affirmation dispersée des singularités événementielles, mais qui voudraient redéfinir quelque chose comme un horizon global de la transformation, donc un destin de l'humanité, ce qui n'est rien d'autre que le concept d'histoire. L'ombre terrible du réchauffement climatique et l'horizon littéralement apocalyptique qu'il désigne sont des indices flagrants de ce retour du problème d'un destin commun. Éviter la catastrophe globale, c'est la manière dont l'histoire existe aujourd'hui. Le concept d'histoire existe ici. Mai 68, comme je l'ai dit, a été le modèle de ces événements qui n'ont pas fait histoire et dans lesquels nous vivons depuis 50 ans. Il a accompagné tous les discours qui ont affirmé qu'il n'y a pas lieu de prendre le pouvoir, qu'il faut se contenter de l'immanence des mouvements, discours qu'on peut trouver chez le commandant Marcos, comme dans Occupy ou Nuit debout, un ensemble de mouvements. Alors nous sommes à la croisée des chemins, et je conclus, promis, soit nous abandonnons la catégorie d'événement, dans le sens où je viens de le construire, pour reconstruire un concept d'histoire, mais ce devra être un concept d'histoire qui intègre ce qui, quand même, a réclamé ses droits sous ce concept d'événement. Soit nous conservons ce concept d'événement, hérité de la pensée 68, la vraie, mais alors nous devons être capables peut-être de proposer une autre pensée de l'histoire. Quoi qu'il en soit, que nous choisissions une orientation ou une autre, ce concept d'histoire ne saurait être celui que mai 68 a, non pas simplement périmé, mais relativisé, au sens où je disais que Lévi-Strauss relativisait. Donc notre tâche doit être faire sentir inlassablement à ce monde effroyablement sûr de lui dans lequel nous vivons qu'il n'est jamais qu'impossible parmi d'autres et que la figure de sa contingence a été dessinée une fois pour toutes, qu'il l'ait acceptée ou non, par ces événements dont les noms propres sont des dates 1968, 1989. Merci.